Bonjour, chers écouteurs. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Louis XI, 1423-1483. Je pense qu'à aucun moment le roi ne doit être ni perdant ni ridiculisé. C'est trop grave. Il faut déplacer la responsabilité. Comment cela? Je vais vous faire arrêter, monseigneur. Vous serez jeté dans une oubliette si sombre que jamais plus vous ne reverrez le jour, ni personne. Et jamais qui que ce soit ne pourra implorer votre pardon. Seigneur, je suis démoniaque, j'y consens. Mais quel autre moyen de sauver la gloire et l'autorité du roi? Les oubliettes, voire les cages de fer, les coups tordus conçus par un dégénéré démoniaque, elle court encore, la légende noire du roi au chapeau. Et si Louis XI simplement n'avait été qu'un prince du Moyen-Âge, possédé comme les autres par l'esprit de guerre? Il s'estimait toutefois d'une essence dynastique supérieure puisque Dieu l'avait fait roi d'une France qui ne pouvait avoir d'égal. Né en 1423 dans la cité refuge de Bourges, élevé dans un pays en guerre, toute son intelligence et son imagination qui étaient grandes tendaient en conséquence vers un but unique, l'élargissement du territoire et de l'influence de la couronne. Il était peu préoccupé du jugement de la postérité, elle en a profité. Amable Sablon du Corail, bonjour. Bonjour. L'invité de la marche de l'histoire aujourd'hui publie, lui, le livre le plus complet qui puisse être chez Belin. Et vous y dites que c'était un roi, non pas dégénéré supérieur, mais désespérément humain. Oui, absolument. Alors, il est assez difficile, évidemment, de définir en quelques mots la personnalité de Louis XI. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un personnage assez antipathique, égoïste, ingrat, assoiffé de pouvoir, dont la personnalité est dominée vraiment par deux traits de caractère essentiels. D'abord, sa volonté de puissance, et ensuite, un tempérament profondément angoissé. Et sa vie est une lutte constante entre l'ennui et l'angoisse. C'est un personnage très schopenhauerien. Voilà, c'est un personnage contrasté, mais qui reste malgré tout fascinant, parce que justement, ce qui a réussi à prendre le dessus, c'est sa volonté de puissance, et non l'angoisse, et non sa peur du futur et de l'avenir. Dans le jeu de l'intrigue et du coup, il aimait le danger, mais en même temps, il en avait peur. Exactement, oui. Alors, on va partir du début. Le roi naît à Bourges, dans le royaume réduit de son père, Charles VII, soigneusement éduqué, apparemment sage et bien morigéné. Oui, mais voilà que quelques missions que lui confie son père, il semble n'en faire qu'à sa tête. Louis, vous atteignez 20 ans. Il est juste que vous travaillez à la gloire de ce royaume. Aidez-moi à le pacifier. Vous le devez à la France, à moi-même et à votre propre avenir. Mon père est seigneur, je ne demande que cela. Nos ennemis ont repris Dieppe. Je suis persuadé que vous saurez les en déloger. Vous avez demandé à me voir, monsieur le sénéchal de Brézé. Oui, sire le roi. Et il m'en coûte de déranger mon souverain seigneur pour lui rendre compte d'une affaire des plus fâcheuses. Parlez, messire le sénéchal. Monseigneur le dauphin vient de prendre la tête de la praguerie. Il ne me suffisait pas de supporter la révolte des ducs d'Alençon, de Bourbon et de Bretagne, tous de mon sang. Il fallait encore que mon fils lui-même vînt jeter le trouble en ce royaume. Le roi daigne me faire excuse, mais j'apprends dans la minute que monseigneur le dauphin vient de tenter de soulever l'Agenais. Vous plairait-il, beau sénéchal, de prendre la plume? Aux ordres du roi. Monsieur, mon fils, vous êtes dauphin, et vous avez montré à travers vos correspondances votre aptitude à gouverner le Dauphiné. Veuillez prendre tous les moyens itératifs pour gagner cette province que vous gouvernerez en mon nom. Alors, monseigneur le dauphin? Alors, nous allons faire du Dauphiné un État modèle. Un État, monseigneur? Je croyais qu'il s'agissait d'une province. Dès lors que nous la gouvernerons, elle prendra, soyez-en sûrs, les dimensions d'un royaume. Voilà, c'est itératif chez le jeune dauphin, toujours le même phénomène à répétition. Et puis, dans le Dauphiné, où il s'installer à partir de 1446, exilé,
il va y être pendant une dizaine d'années, ce sera la même chose. Il ne cesse de se distinguer de son père Charles VII, d'ignorer ses directives et de se retrouver en combinaison, en complot avec les princes, dans des pragueries. Oui, alors effectivement, son tempérament frondeur se manifeste très tôt, puisqu'à 16 ans, il prend la tête, au moins théoriquement, d'une grande révolte seigneuriale. Alors cette praguerie, c'est un petit peu une crise de croissance de l'État monarchique. En 1440, Charles VII se porte beaucoup mieux que 10 ans plus tôt. Il a reconquis une bonne partie de la France qui était auparavant aux mains des Anglais. Et bien sûr, il remet en place les institutions monarchiques qui étaient tombées en déliquescence pendant longtemps. Ce mouvement de réorganisation fâche évidemment un certain nombre de grands seigneurs et de grands princes, de princes du sang, qui s'estiment au fond assez mal récompensés de la fidélité qu'ils avaient témoignée à l'égard de Charles VII pendant les années noires. Cette praguerie va tourner court et au bout de 6 mois, le dauphin et ses complices sont obligés de solliciter la grâce de Charles VII. Et oui, c'est toujours comme ça. Ça va être la même chose dans le Dauphiné, qu'il aménage à sa façon, en reprenant le modèle fiscal et administratif du domaine royal. Cependant, et en 1457, il est obligé, sous la pression de Charles VII, son père, de déménager à la Cloche de Bois, et il se retrouve dans le duché de Bourgogne, chez son oncle, Philippe le Bon. Alors qu'est-ce que c'est que ce duché de Bourgogne? On va pas être obsédé par la présence de la Bourgogne aux côtés de Louis XI tout au long de l'émission. Mais enfin, quand même, ça va occuper beaucoup de place dans notre parcours. Alors la Bourgogne est déjà depuis longtemps un État transfrontalier, assez vaste, puisqu'il couvre à peu près 120 000 km², c'est-à-dire l'équivalent de 4 fois la Belgique actuelle, dont un tiers se trouve dans le Royaume de France et 2 tiers dans le Saint-Empire romain germanique. En France, le duc de Bourgogne tient le duché de Bourgogne, le comté d'Artois, les villes de Picardie qui ont été engagées par le roi de France. Vous dites c'est le premier vassal du roi de France. C'est le premier vassal et de très loin du roi de France. Il a le statut de premier pair de France. Ouais. Mais de l'autre côté, du côté de l'Empire. Alors là, c'est le plus puissant prince de l'Empire. C'est le plus puissant prince de l'Empire, avec le roi de Bohême et le roi de Hongrie. C'est aussi le plus menaçant pour l'empereur Frédéric III de Habsbourg, dans la mesure où les Bourguignons sont quand même assez proches des territoires héréditaires des Habsbourg. Et notamment, il y a une zone de tension qui se crée autour de la Suisse et en Alsace. Donc, dans le Saint-Empire romain germanique, le duc de Bourgogne tient la Franche-Comté, mais surtout, il tient la plus grande partie des Pays-Bas, avec notamment le Brabant et la Hollande. C'est d'ailleurs là que notre futur Louis XI va trouver refuge, tel un coucou dans le nid du duc de Bourgogne. Absolument, on l'a souvent décrit comme étant un renard qui allait manger toutes les poules de Charles VII. Il coûtait cher quand même. Il coûtait horriblement cher. Ouais. Puisque la Bourgogne, contrairement à la France, n'avait pas de fiscalité permanente. Il y avait une fiscalité qui tendait à devenir permanente, mais enfin les heureux sujets du duc de Bourgogne, 1 an sur 2 à peu près, échappaient à l'impôt. Alors c'est là qu'il fait la connaissance du jeune Charles le Téméraire, qui, rassurez-moi, avait pour son père les meilleurs sentiments, et réciproquement, ça ne se passait pas à la cour de Bourgogne comme à la cour de France. Ah, il y avait aussi un vrai conflit entre le père et le fils, mais pour des raisons différentes. Décidément. Et surtout, il y avait quand même une vraie affection et un vrai respect du père pour le fils et inversement. 1461, le roi Charles VII meurt. Louis XI, il aurait pu rester, en fait, très longtemps à la cour de Bourgogne. Ah oui, il a beaucoup prié, d'ailleurs, pour que son père aille dans un monde meilleur le plus vite possible. Il était mort un peu prématurément. Il est sacré, somptueusement, il prend donc le nom de Louis XI. C'est une alternance dans cette dynastie des Charles, les Louis. Alors, on nous le présente souvent comme un homme d'État moderne. Oui, ça c'est l'image traditionnelle, c'est le roman national français qui a été bâti sur un certain nombre de grandes personnalités, toutes plus ou moins interchangeables et qui toutes ressemblent plus ou moins soit à Charles de Gaulle, soit à Napoléon, soit à Louis XIV. Louis XI, en effet, était un homme de son temps, d'abord et avant tout. Et parmi les rois de France, vous avez quand même plusieurs catégories de rois de France. Vous avez les rois de France qui, comme Saint-Louis, pensent au bien-être de leurs sujets. Et puis vous avez les rois de France, comme Philippe le Bel, qui pense d'abord à l'accroissement du pouvoir du roi à l'intérieur du royaume. Et ça, il est évident que Louis XI appartient à cette deuxième catégorie. Extension du domaine de la couronne et rentabilisation du domaine de la couronne. Tenez, voici maintenant comment en 1966, à la télévision, on présentait le programme économique de Louis XI. Eh bien, mon bonhomme, où sont nos travaux? Les emblavures ont-elles été pénibles? Comment notre seigle? L'hiver a été rude.
Dis-moi, quel est ton plus cher espoir et je l'accomplirai. Seigneur, terminez donc la guerre. Je rêve de saisons tranquilles comme ce paysan. Si j'ai la paix, je ferai beaucoup de choses. Je protégerai les industries de Lyon. Je ferai planter des milliers et des milliers d'arbres autour des villes pour assainir le sol et l'air. Je supprimerai toutes les douanes intérieures. J'accorderai le droit de circuler librement dans tout le royaume à tous les ménestrels, chanteurs et recordeurs de chansons. C'est un beau matin quand le roi est de belle humeur. Une missive pour François Lejeune, général de finances à Montpellier. Monseigneur le général, j'estime que l'on ne fait pas assez pour le commerce des épices. Vous affecterez désormais la route des épices 4 galères. Vous aurez la concurrence de Venise. Tous les produits vénitiens d'importation seront frappés d'une taxe, 10% de valorem. L'étiquette vénitienne est très prisée. Nous organiserons la réclame, nous montrons dans chaque ville des agences et des comptoirs qui seront chargés de faire mieux connaître notre marchandise. On n'achète pas l'inconnu, mais on se ruinerait pour acquérir du nouveau. Texte d'Arthur Comte, François Darbon dans le rôle de Louis XI, réalisation de Jean-Roger Cadet. Ah oui, c'est très moderne, nous dit Arthur Comte. Alors, c'est vrai que Louis XI se piquait un petit peu d'économie. Évidemment, il recherchait la prospérité de son royaume, non pas pour elle-même, mais pour le surcroît de puissance que ça pourrait lui donner. Simplement, évidemment, il faut beaucoup en rabattre sur les réalisations effectives de Louis XI. Il est censé avoir créé une industrie de la soierie à Lyon et puis à Tours. En fait, il a simplement subventionné un atelier de 7 ouvriers à Lyon, qu'il a ensuite fait transporter à Tours. Et un atelier qui était si florissant qu'en 1472, ils ont produit pour 700 livres ils ont vendu pour 700 livres de soierie qui avait coûté 1900 livres à fabriquer. Mais vous dites que dans tous les domaines, y compris dans celui qui vous intéresse beaucoup de la fiscalité, l'intérêt de Louis XI pour les questions ne dure pas longtemps. Non, c'est quelqu'un qui a horreur de l'administration. Pour lui, qui est d'abord et avant tout un politique passionné par les affaires politiques, l'administration, c'est l'affaire de techniciens, les fameux légistes, pour lesquels, contrairement aux idées reçues, il éprouve un profond mépris. Ce sont des gens que déjà au XIIIe siècle, Gilles de Rome qualifiait d'idiots politiques. Ce sont des gens prétentieux qui ont toujours une loi au bec, comme disait Philippe de Comines. Ce sont donc des techniciens, et lui veut se décharger sur ces techniciens de la gestion administrative de tout ce qui concerne la fiscalité et la justice. C'est un roi qui délègue. C'est un roi qui sait déléguer. Parce qu'il a eu l'expérience de la guerre, on parlera de sa politique étrangère dans un instant, avant l'expérience de l'administration. Il n'y a pas de politique financière moderne, il n'y a pas d'État moderne, c'est un prince du Moyen-Âge, c'est pas un homme d'État. Est-ce qu'il y a au moins une politique artistique, comme il y en a une en Bourgogne ? Non, pas du tout. Alors effectivement, c'est la grande différence entre la Bourgogne, les princes italiens et le roi de France. Enfin, ce roi de France-là, Louis XI. Louis XI, pourtant, a fait beaucoup construire. Il a fait construire, agrandir, reconstruire des églises qui avaient été détruites ou très abîmées par la guerre de 100 ans. Il a fait construire un grand palais, le château du Plessis-du-Parc. Mais enfin, il ne s'intéressait pas du tout à l'architecture. Il raisonnait un peu comme un promoteur. Il disait à l'un de ses conseillers, tenez, faites-moi construire une église de tant de travées pour se gagner les faveurs de la Vierge. Il aime bien loger chez lui, loger un peu plus au large la Vierge. C'est un promoteur, c'est un calculateur. L'amour, point trop n'en faut non plus, juste pour l'hygiène. Et la table, pas d'excès, pas de temps à perdre. Ces baladins m'ennuient, me donnent sommeil. Vous êtes bien difficile, Renaud. Ce jongleur tout à l'heure m'a beaucoup amusé. Je donne ces fêtes pour ton plaisir. Je crois que ma fille aimerait maintenant entendre de ces choses aimables qui vont au cœur, de ces belles histoires d'amour, propres à faire rêver les âmes simples. N'y a-t-il pas ici quelqu'un qui puisse chanter? À vous servir dans mon amour. Les serments d'amour montent l'appétit. Retire-toi. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Louis XI, aujourd'hui, avec Amable Salon-Blanc du Corail, un livre chez Belin, sous votre signature, produit de 15 ans de travail. Ça s'ajoute à une longue filmographie, à une grande bibliographie. Je sais pourquoi on s'intéresse tellement à Louis XI. Ce n'est pas seulement à partir de ses qualités, mais c'est parce qu'il y a des sources nombreuses, accessibles. Et la première des sources, celle à laquelle on pense tout de suite, c'est Comines. Bien sûr, qui a été le mémorialiste du règne de Louis XI. Et on peut dire que l'image qu'on a de Louis XI dérive en grande partie des mémoires de Comines, en effet. Qui est venu assez tardivement, 1472, au service de Louis XI. Voici un dialogue imaginé entre le chroniqueur et le souverain. Je réclame depuis longtemps un historien. Seriez-vous prêt à remplir cet office? C'est une grande tentation que d'être la plume d'un tel roi. Que pensez-vous d'Édouard IV? Beaucoup diraient un pan, non? C'est plutôt un glouton habile, un renard à belle robe bleue, gourmand de toutes les volailles, mais sachant éventer tous les pièges. Même si vous l'achetez, traitez-le tout le temps avec science, et ne le mésestimez jamais. Il n'a pas fait commerce avec vous par intérêt, plus simplement, il ne croit pas aux alliances avec des imbéciles. Un renard ne s'allie qu'avec des renards. Et Jean de l'Aragon? C'est un tout autre fauve, un loup du Sud. Le loup est le seul fauve qu'on ne voit jamais paresser. Il l'aura, sire, son Espagne, si Dieu lui prête vie. Et René d'Anjou? Rien n'est plus dangereux qu'un domaine partagé. René a un pied en Anjou, un pied en Languedoc et la tête en Catalogne. Je ne serais pas surpris qu'un morceau de ce duché écartelé ne puisse un jour ou l'autre tomber dans votre besace. À Comines, c'est une qualité littéraire supérieure, mais c'est quand même compliqué. Il va falloir que vous nous expliquiez quel est cet échiquier. Alors, on ne va pas parler nécessairement de tous les personnages. René d'Anjou, alors lui, c'est un allié. Il y a des alliés. À l'intérieur du royaume ou à la limite du royaume. C'est-à-dire que vous avez des grands princes qui mènent une politique qui souvent est une politique à dimension européenne. C'est vraiment le cas de René d'Anjou, qui est duc d'Anjou dans le royaume, mais qui est surtout comte de Provence à l'extérieur du royaume à cette époque, qui est aussi duc de Bar. Le duché de Bar est à cheval sur le royaume et l'empire. Et surtout la grande affaire du roi René, c'est de conquérir un royaume, le royaume de Sicile, dont il estime qu'il doit lui revenir, pour des raisons dynastiques très compliquées sur lesquelles il est inutile de s'appesantir. Il y a d'autres alliés à l'intérieur du royaume? Des alliés de poids? C'est-à-dire qu'il y a des princes qui s'allient au gré des circonstances. Vous avez Jean de Bourbon, par exemple, qui a participé à la révolte du bien public contre Louis XI, et puis après qui s'est rallié à Louis XI, et grâce à qui Louis XI a pu reconquérir la Normandie, par exemple. Il y a le duc de Bretagne dont on ne sait s'il est du côté français ou du côté anglais. Édouard IV, vous avez entendu qu'il était qualifié de pan et de renard. Alors juste une chose pour revenir sur les princes à l'intérieur du royaume, il faut bien distinguer là aussi deux grandes catégories. Vous avez les grands seigneurs, comme en effet le duc de Bourbon, le duc d'Anjou, etc. Et puis vous avez deux constructions politiques qui sont là vraiment dangereuses et qui sont dont la destruction constitue le principal objectif de Louis XI, qui sont d'une part l'État breton et d'autre part l'État bourguignon. On reviendra aux Bourguignons. Alors les Bretons peuvent pencher du côté anglais. Alors qu'est-ce que c'est que cette Angleterre, sinon l'ennemi quand même le plus radical? Vous parlez d'anglicherie. Oui, ça c'est évidemment la trahison par excellence. Dont s'était rendu coupable le duc d'Alençon, lui-même allié à Louis XI, enfin au dauphin Louis. L'Angleterre, c'est l'ennemi héréditaire depuis très très longtemps, depuis le XIIe siècle quasiment. Et surtout, c'est un royaume avec lequel la France est toujours en guerre. La guerre de 100 ans ne s'est terminée en 1453 que depuis le XVIe ou le XVIIe siècle. À l'époque, personne ne le savait. Aucun traité de paix n'a jamais été signé avec l'Angleterre. De temps en temps, il y a des trêves, plus ou moins longues, mais pendant tout le règne de Louis XI, la France est en état de guerre avec l'Angleterre. C'est une menace permanente et très dangereuse. État de guerre permanent, beaucoup d'ennemis. L'important, au fond, pour Louis XI, dites-vous, ça n'était pas de se concilier ses ennemis, il n'y a pas de traité diplomatique au sens moderne du mot, mais d'éviter qu'ils attaquent tous ensemble. Oui, absolument. Oui, Louis XI, c'est une forteresse assiégée. Et qui progressivement va se débarrasser de ses ennemis les uns après les autres. Et alors, la Bourgogne, il faut qu'on reparle de ce Charles le Téméraire que Louis XI avait connu jeune, quand il était encore dauphin, avant 1561, et qu'il retrouve, par exemple,
scène d'anthologie. Nous sommes en 1468 à Péronne, dans le domaine de Charles le Téméraire. Tout semble bien aller entre les deux hommes. Je suis aise de vous voir, mon cousin. Et moi, mon bon sire. Je me suis réjoui que vous ayez de si belles noces. Il m'a été rapporté que jamais nul ne vit si éclatante festivité dans tout l'éclat d'une union qui place dans l'amour deux des plus puissantes maisons du monde. Je ne pense plus aujourd'hui qu'au bonheur de vous revoir. Et moi, mon bon cousin. Je vous imagine conquérant tour à tour les provinces suisses, les Allemagnes, le Danemark, la Pologne, le grand-duc de l'Occident, couronné empereur du Saint-Empire germanique à Mayence. Quel plus superbe rêve. Cousin. Empereur, premier protecteur de la chrétienté, car il ne sera pas dit que votre siècle aura toléré les Turcs à Sainte-Sophie. C'est de cela qu'il nous faudra discuter. Et quelle aide vous pourrez nous donner? Ah, sire, quelle ivresse que de vivre de notre temps. Tout est grand, tout est noble. Je vais retenir Comines quelques instants et nous préparerons ensemble les accords nécessaires. C'est cela, cousin. Quant à moi, je vais régler le tournoi qui sera donné en votre honneur. Réveillez-vous, Picard, Picard et Bourguignon, et trouvez la manière d'avoir de bons bâtons. Gardez ici le printemps et aussi la saison. Pour aller à la guerre, donnez les Premier temps, ça paraît commencer bien. Deuxième temps, ça finit en champ de guerre et pas en tournoi amical. La Bourgogne est toujours en hésitation sur son rôle parce que elle pourrait avoir intérêt à être un trait d'union, un intermédiaire entre toutes ces puissances qui se disputent le leadership et en même temps, elle est tentée évidemment de jouer le rôle premier. On voit le rêve d'empire de Charles le Téméraire qui est ici exprimé. Oui, alors effectivement, la Bourgogne a hésité entre deux politiques, l'une très bien incarnée par Philippe le Bon et l'autre par son fils Charles le Téméraire. Philippe le Bon est encore, par bien des aspects, un prince français. Et il a quelques scrupules quand même à s'opposer trop au roi de France. Il est allié à l'Angleterre parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce que sinon il risquerait d'être écrasé par le roi de France qui est beaucoup plus puissant que lui, mais au fond ça l'indispose. Il tient à rester un prince français, c'est pour ça qu'il est présent au Sacre, et avec quel faste. En revanche, Charles le Téméraire, lui, assez rapidement, cherche vraiment à constituer un État indépendant. Alors l'entrevue commence bien, allez, racontez-nous quand même comment elle devient tragique, et qu'elle finisse par être une humiliation, au moins dans un premier temps, pour le roi de France. Oui, alors c'est une affaire très complexe. En 1468, en octobre 1468, quand l'entrevue commence, effectivement, tout se passe bien parce que aussi bien le duc de Bourgogne que le roi de France, les deux personnages ont vraiment besoin de la paix. Charles le Téméraire est prêt à rentrer avec son armée aux Pays-Bas, et Louis XI est prêt à payer à Charles le Téméraire une énorme indemnité pour ça. En revanche, Louis XI insiste pour que Charles le Téméraire lui prête l'hommage vassalique, l'hommage lige, l'hommage envers et contre tous. Et c'est là qu'on voit que Louis XI n'a pas lutté contre la féodalité, au contraire, il s'est servi de la féodalité pour lutter contre les États dans l'État, qui étaient encore une fois la Bretagne et la Bourgogne. Il exige donc le serment envers et contre tous, qui interdit toute diplomatie indépendante à la Bourgogne. Charles le Téméraire s'y refuse, et les discussions achoppent sur ce point pendant 2 jours à peu près. Et puis surtout, survient un événement malheureux, le 11 octobre, c'est qu'on apprend qu'à Liège, les rebelles ont soi-disant massacré l'évêque de Liège et le gouverneur bourguignon. En réalité, il n'en est rien, et d'ailleurs très vite, on en sait un peu plus sur ce qui s'est réellement passé à Tongres, puisque c'est là que se trouvait l'évêque et le gouverneur bourguignon, et on sait que l'évêque a été relâché, et que le gouverneur bourguignon est prisonnier, mais en bonne santé. Mais le Téméraire reproche à Louis XI d'être le manipulateur. C'est ce que prétend... Et ne le relâche pas, lui. C'est ce que prétend Philippe de Comines. En réalité, il semble que ça ne s'est pas passé comme ça. Il semble que Charles le Téméraire s'est fâché après que Louis XI lui ait d'abord promis de l'accompagner à Liège pour châtier les rebelles, et ensuite se soit ravisé. C'est à ce moment-là qu'en effet, Charles le Téméraire fait fermer les portes de la ville de Péronne, et que là, Louis XI, en effet, court le risque d'être l'otage du duc de Bourgogne. Alors, il se tire de ce guêpier, et l'épreuve finale avec la Bourgogne, elle aura lieu un peu plus tard, en 1476. Il s'agit pour Louis XI de
désamorcer la coalition qui pourrait se monter contre lui, d'obtenir que la Bretagne, même sans enthousiasme, choisisse la communauté de destin avec la France, de desserrer l'étau anglais, de dissocier les Anglais des Bourguignons. Et Charles le Téméraire est vaincu et meurt dans les conditions qu'on sait à Nancy. Alors, ce qu'on dit d'habitude en France, c'est la fin de la France médiévale. Bientôt, la Bretagne, à son tour, sera annexée. On pourrait avoir un regret quand même. La Bourgogne, c'est un beau rêve. C'est un rêve qui paraît tout à fait absurde aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui était tout à fait concevable à l'époque. Certes, c'était un État très hétérogène, mais enfin, tout ce qui a pu après donner lieu à des provinces, à l'origine, c'était des constructions politiques volontaristes. Comme la Normandie, taillée dans le vif de la Neustrie mérovingienne par les Normands, comme la Savoie, comme la Provence et comme bien d'autres futurs États européens. Et la Bourgogne, c'était l'héritière de feu la Lotharingie. Et du côté de Dijon, on regrette encore le duché de Philippe le Bon. 1479, première attaque de Louis XI. 1482, seconde attaque. Il se réfugie dans la religion. Votre frère est très pieux, mon prince. Il fait son devoir de chrétien. Il a même fait bâtir une chapelle à Saint-Émérance pour l'avoir guéri de la colique. N'ironisez pas. Il observe tous les devoirs du chrétien. Je le confesse chaque semaine. Il fait maigre le vendredi et le mercredi. Chaque semaine, il fait célébrer 39 messes en basque chantées. Chaque semaine, il s'agenouille pour laver les pieds de 13 mendiants. Quand il prit Dieppe aux Anglais, étant encore dauphin, il offrit à la Vierge qu'il vénère une statue de l'argent le plus pur et de la taille d'une femme vivante. Il va régulièrement porter ses dévotions à Saint-Claude, à Puy-Notre-Dame, à Notre-Dame de Sarance et à Rocamadour. Il n'est guère de séjour à Paris, si bref soit-il, où il ne s'agenouille devant l'autel de Notre-Dame. Il vénère toutes nos reliques et chaque fois, il laisse une obole, souvent importante. Mais simagrée et non dévotion. Il a recours à toutes sortes de guérisseurs et de sortilèges. Il va se faire envoyer des reliques par le sultan de Constantinople. Une drogue de Levant. Une drogue païenne. Relique, talisman, il a peur de la mort, il ne manifeste pas de sérénité, et en même temps, il n'est pas préoccupé de sa postérité, au point, par exemple, de ne pas se faire enterrer à Saint-Denis. Là aussi, c'est vraiment la particularité du personnage par rapport à Louis XIV, qui était obsédé par la gloire, et par rapport à Charles le Téméraire, qui voulait être le nouvel Alexandre, le nouveau César. Lui, ça lui est complètement équilatéral. Ce qu'il veut, c'est avoir le pouvoir le plus grand possible et s'étendre encore et encore et encore dans toute l'Europe. Merci à vous, Amable Sablon du Terrail, votre livre aux éditions Belin. La réalisation Jacques Sigal, à la technique Yann Bouillot, Gilles Gaillard et Élodie Royer, la préparation Mérine Moneghetti, Frédéric Martin et Franck Olivard. Demain, à la même heure, la suite de nos rediffusions d'été de La Marche de l'Histoire.